Un matin d'octobre, durant les vacances scolaires, au palais de justice de Toulouse. Il n'est pas encore 8h du matin. Il pleut, il fait froid, mais sur le trottoir, une longue file d'attente s'est déjà formée. Plus de 100 personnes attendent l'ouverture des portes. Depuis le lundi 21 octobre 2019, Sophie Massala, 55 ans, est jugée pour le meurtre de sa collègue de travail, Marilyn Planche, 52 ans. Mais avant de vous en dire plus, j'ai interrogé quelques-unes de ces personnes qui voulaient à tout prix assister au procès. Vous écoutez Homicide et je vais vous raconter en détail ce procès qui passionne tant la foule. Pourquoi vous êtes aujourd'hui à l'audience ? Parce que je fais des études de droit et que ça semble intéressant comme affaire, et puis parce que c'est intriguant aussi. Et vous avez déjà assisté à l'audience là depuis le début de la semaine ? Non, j'ai pas pu rentrer. On attend, on va voir. Pourquoi vous n'avez pas pu rentrer ? Parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Il y a plein de monde qui s'est déplacé. Qu'est-ce que vous en savez de cette affaire justement ? Je suis tous les jours avec la dépêche, je lis tous les jours ce qui se passe et c'est intriguant. Qu'est-ce qui intrigue ? Le pourquoi du comment elle a démembré, le pourquoi du comment elle a fait ça. C'était sa collègue de travail, donc c'est bizarre de se dire que quand même on peut aller au travail et ne pas rentrer du jour au lendemain. Mais pourquoi c'est arrivé elle a trouvé la force de pouvoir la découper quand même, parce que je pense que mentalement il faut être très très fort. On a vu des photos, c'est Madame Tout le Monde. Donc forcément, quand on la voit dans les rues, on se dit pas cette femme c'est une tueuse. Donc non, forcément, on ne sait pas à quoi s'attendre trop. On ne sait pas comment elle va réagir, si elle va avoir des remords, si elle en a pas. Il semblerait qu'elle en ait un peu quand même. Voilà. Madame Tout le Monde, Jeanne, étudiante de 19 ans en droit, ne partage pas vraiment cet avis. Tout le monde est Madame Tout le Monde. Enfin, je veux dire, il n'y a personne qui est là parce qu'il est différent de nous. Simplement qu'en général, ceux qui sont là, il y a quand même des carences, que ce soit éducatives ou sociales ou psychiatriques, souvent. Et là, voilà, cette dame, ce qui est intéressant, mais voilà, j'aurais bien aimé entendre les psychiatres en parler. Et voilà, les retours que j'en ai eus, c'est qu'en tout cas, c'est pas flagrant qu'il y a eu vraiment un déséquilibre, soit des carences intellectuelles ou quoi que ce soit. Du coup, c'est intéressant parce que ça prouve vraiment que ça concerne tout le monde. Et ça m'intéresse. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est c'est les expertises psychiatriques qui n'ont rien donné sur l'état psychiatrique de la personne, de l'accusé. Et ça m'intéresse déjà pour le processus, le raisonnement de défense que vont adopter les avocats de la défense, et puis aussi parce que je fais de la psychocriminologie et que du coup c'est assez intéressant. Voilà, d'un point de vue du passage à l'acte et comment cette femme en est arrivée là. Mais je pense que c'est la question que beaucoup se posent ici, et moi j'aimerais bien l'approfondir, mais je crois que c'est pas aujourd'hui que je vais le faire. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Parce que c'est pas très grand à l'intérieur. Je pense qu'il y a 80. J'ai un petit numéro sur la main qui me dit que je suis à 82. Donc, et comme je pense qu'il y a des gens qui vont se greffer aussi et qui n'ont pas trop fait la queue, mais c'est la vie, c'est comme ça. Un numéro sur la main. Je n'avais jamais vu ça dans le public d'un procès d'assises. Je me suis avancée vers l'entrée et là, j'ai vu une jeune femme au début de la file, un marqueur noir à la main. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire ? Alors, ce matin, vu qu'il y a eu un petit peu d'insatisfaction hier pour les personnes qui ne sont pas rentrées dans la salle, on a mis en place un système de numérotation comme dans les concerts. Dans les gros concerts, on se note par ordre d'arrivée et on rentre par numéro. Donc, comme ça a un petit peu démarré de la même façon qu'hier ce matin, on s'est dit que si on mettait un numéro à tout le monde, alors ça fait un petit peu bête, ça fait un peu troupeau, mais au final, tout le monde est content, l'initiative a été saluée et puis au moins, tout le monde rentre dans le cadre et on est tous... Ceux qui doivent rentrer rentrent, ceux qui se sont levés tôt, et ceux qui sont en retard et qui ont pris le temps de leur café, vont rester dehors un peu plus longtemps. Vous êtes arrivé à quelle heure, vous ? 7h30. Et il y avait déjà 35 personnes devant moi. Voilà. Et vous êtes déjà venu à l'audience depuis le début de la semaine ? Alors je suis venue hier, mais hier je suis arrivée à 12h15.
et je suis rentrée à 18h38. Le procès s'est terminé à 18h42. Je l'ai vu, c'est perturbant parce qu'on sait que cette personne-là a tué quelqu'un. Donc je pense et j'espère que ça sera la première et dernière fois que je verrai un meurtrier. Après, voilà, elle m'a laissé penser qu'elle était très fatiguée. Je pense qu'elle est épuisée par tout ça. Et pourquoi cet intérêt pour cette audience ? Alors moi je suis toulousaine, j'habite juste à côté du canal, donc j'avoue que mine de rien c'est la première fois aussi que j'assiste à ce genre de choses. Je pense que c'est une expérience à faire une fois dans une vie et pouvoir assister à un procès si important, voilà, c'est marquant, c'est presque choquant, mais ça montre aussi de quoi les gens sont capables et voilà. Et qu'est-ce que vous en savez de cette affaire alors ? Alors j'essaye de suivre le direct en ligne, il y a certains sites qui relaient les informations, donc j'essaye de tout savoir, donc voilà, au niveau des faits, au niveau de la façon dont ça s'est passé, les interrogations qu'il y a autour de certaines, voilà, d'une chronologie ou des faits, donc voilà, on essaye de tout suivre pour nous aussi évaluer un peu la culpabilité de la personne. Je suis désolée, je vais devoir rentrer. Merci beaucoup. Ça y est, déjà dans la... Allez, on se met dans l'ordre. Pour le moment, je ne vais pas compter, mais là, il y en a une cinquantaine qui sont passés. Non, il n'y en a pas 50 qui sont passés, on est noté. Il faut que quelqu'un fasse un peu justice, entre guillemets, là-haut, parce qu'on s'est tous notés par ordre d'arrivée. Donc normalement, chacun est responsable de la personne qui passe devant lui. Et comme ça, au moins, mon initiative n'a pas servi à rien. Ah bon, parfait. Prochain voyage. Pas de problème. Vous ne faites pas piquer la place. Merci. Oui, bien sûr. Pour accéder à la salle d'audience, il faut passer sous un portique de sécurité. Puis on pousse une porte et nous voilà dans la salle d'assises. Ici, le calme contraste avec l'agitation extérieure. Quand on rentre, à gauche de la salle, les premiers bancs sont réservés à la presse et aux experts qui viendront témoigner. Devant nous, il y a les proches de l'accusé, la sœur et les 2 enfants de Sophie, un fils de 25 ans et une fille de 31 ans. L'accusée se tient à quelques mètres de nous. Elle est assise sur un banc, derrière une balustrade en fer forgé. Devant elle se trouvent ses 2 avocats. À droite de la salle se trouvent les parties civiles. Il y a les 3 frères et la sœur de Marilyn. Leurs avocats sont devant eux, en face du box. Et il y a aussi, derrière les avocats des parties civiles, l'avocat général. À la sonnerie, la cour entre, le président et ses 2 assesseurs, ainsi que les 6 jurés tirés au sort. Dans un procès d'assises, c'est le président qui gère les débats. C'est lui qui organise tout le planning du procès. Depuis notre place, on observe beaucoup l'accusé. Sa façon de se tenir, de réagir et de parler bien sûr. Sophie est grande, mince, elle a les cheveux roux relevés en chignon. Elle porte un ensemble tailleur pantalon noir. Sur le banc des journalistes, j'ai fait la connaissance de Frédéric Abella, de la Dépêche du Midi. Je l'ai appelé plusieurs semaines après le procès pour un compte-rendu a posteriori de cette audience. Je lui ai d'abord demandé de me parler de l'accusée, Sophie. Comment tu la décrirais, toi ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Telle qu'elle est apparue à l'audience, c'était quand même une femme un petit peu instable. Dans ce que j'ai ressenti, c'est pas mal d'instabilité, une femme qui faisait des efforts. On voyait qu'elle faisait des efforts pour apparaître un peu plus équilibrée, pour structurer son discours et son comportement. D'ailleurs, elle avait entamé une thérapie depuis pas mal de temps déjà pour soigner tout ça. Ouais. Mais on sentait que c'était une femme qui était très fragile à ce niveau-là et qui avait du mal à à garder une ligne claire et à développer une pensée simple, rationnelle et équilibrée, quoi. Et elle avait toujours, alors je sais que son grand trait de caractère, c'était toujours de s'adapter un petit peu au comportement de l'autre, à ce que l'autre attendait d'elle, etc. J'ai posé la même question à Élise Costa. Chroniqueuse judiciaire, Élise écrit pour Slate.fr et réalise des podcasts pour Arte Radio. Après le procès, j'en ai parlé
parlé à des gens et on n'est pas tout à fait d'accord sur la façon dont elle se présentait à l'audience. Ouais. C'est-à-dire que moi, je la trouve... moi, je l'ai trouvée assez dangereuse. Mais par là, je veux pas dire que c'est pas son attitude qui faisait qu'elle avait l'air dangereuse, mais c'est dans ce qu'elle disait. C'est dans ses propos, quand elle disait qu'en fait, parce qu'on a beaucoup de mal à comprendre pourquoi elle s'en prend à Marie-Lune Planche. Ouais. Et c'est quand elle dit... en fait, j'étais très en colère. Vraiment, j'avais beaucoup de haine en moi. C'est comme si j'avais ma vie qui sortait d'un coup et que je déballais 300 kilos de cochonneries. Et elle dit cette phrase, elle dit en fait, c'est tombé sur elle, mais ça aurait pu être n'importe qui. Et c'est là qu'on se dit oui, effectivement, à ce moment-là, ça dépassait l'entendement. Et elle peut l'expliquer avec des mots parce que je pense que c'est quand même quelqu'un d'assez cultivé et qui s'exprime assez bien. Donc elle peut dire j'étais très en colère, j'avais de la haine, etc. Mais pourquoi cette femme-là, là en revanche, ça coince un peu plus. Le premier jour du procès, la cour s'est penchée sur la personnalité de Sophie. D'où vient-elle ? Qui est-elle ? J'ai demandé à Frédéric et à Élise de me raconter les grandes lignes du passé de l'accusée. Sophie, elle naît dans une famille du Nord, d'ouvriers du Nord qui viennent eux-mêmes d'immigrés polonais. Et c'est une famille où ils sont très nombreux, ils vont être 7. Elle, c'est l'aînée. Et sa mère a plein d'amants, voilà. Sa mère, elle vit sa vie de femme, mais au détriment de ses enfants. Et Sophie, qui est l'aînée, s'occupe des plus petits. C'est pas quelque chose, elle n'a pas de rancœur par rapport à ça, mais enfin, elle prend quand même la place de cette mère et elle devient la confidente de sa mère alors qu'elle n'attend pas ça de sa mère. Sa mère lui parle comme à une adulte alors qu'elle a 10 ans, elle lui raconte ses histoires avec ses amants, et Sophie, elle comprend pas en fait, elle comprend pas ce que veut sa mère, alors qu'elle veut juste en tant que petite fille, elle veut juste un peu d'affection, elle veut juste voir que sa mère l'aime, et ça elle l'a jamais. Donc déjà il y a déjà un problème à ce niveau-là, quoi. On comprend quand même que dans son passé, elle a quand même pas eu une enfance ou une vie entre guillemets normale quand même. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ça, sa relation? Oui, sur son passé, oui, c'est sûr qu'elle a vécu des choses dramatiques, puisqu'elle a vu son père mort pendu dans la cave de la maison. Elle avait 10 ans à peine, et puis ses rapports avec sa mère étaient très conflictuels puisque sa mère collectionnait les amants et visiblement elle lui imposait la mission de ses amants auxquels voilà, donc c'était des rapports mère-fille très particuliers, et jusqu'au point de non-retour, puisqu'après ils ont elle s'est complètement écartée de sa mère et de sa famille, puisque suite à des affaires de vol dont elle était accusée par ses frères, par son frère, par le petit de sa famille. Voilà, donc il y avait quand même un passif lourd derrière tout ça. Les événements vécus par l'accusé, les détails sur son enfance et sur sa vie de famille sont toujours éclairants pour comprendre un passage à l'acte meurtrier. Lorsque j'ai demandé à Élise Costa ce qu'elle pensait de l'accusé, elle m'a tout de suite parlé de la colère de Sophie. Une colère ancrée en elle depuis longtemps déjà. La colère de Sophie Massala, c'est souvent le cas chez les accusés. C'est pas une colère qui vient de débuter, sauf dans le cas de bagarres ou de ce genre de choses, mais où on peut aboutir à des homicides involontaires. Mais la colère de Sophie, elle remonte vraiment de loin. C'est-à-dire, ça commence dans son enfance. Il y a plusieurs injustices dans son enfance.
au cours de sa vie, elle est face aussi à d'autres injustices. Elle a l'impression qu'elle n'a pas la reconnaissance, notamment professionnelle, qu'elle aimerait avoir. Et pourtant, c'est une femme qui est quand même combative dans le sens où elle n'a jamais eu son bac. Et elle reprend ses études à 47 ans. Donc, elle a très envie d'avoir son baccalauréat. Donc, elle passe son baccalauréat, elle l'a. Et puis ensuite, elle fait des formations, elle est en alternance. Enfin, vraiment, elle en veut, quoi, si je peux dire ça comme ça. Donc, je comprends qu'à un moment, à son âge, elle ait cette frustration-là. Et tous ces petits événements-là dans sa vie, comme elle n'a que des frustrations au final, ça finit par éclater. Quand elle arrive à l'âge des FIP, l'association d'aide pour les travailleurs handicapés, ça finit par éclater. Et effectivement, il faut qu'il y ait un bouc émissaire et ce sera Marilyn, quoi. À 20 ans, Sophie quitte le nord de la France. Elle rencontre son futur mari et s'installe avec lui dans l'Hérault, près de Montpellier. Un temps, ils travaillent tous les deux à la faculté de médecine. Il est gardien, elle est secrétaire. Mais cette situation ne va pas durer. Elle est derrière un bureau et elle s'occupe des étudiants. Et là, ce qu'elle va faire, c'est qu'en fait, elle va détourner des chèques étudiants et elle va très vite se faire prendre. Et forcément, l'université va la licencier. Et puis, elle va avoir un jugement où, en fait, elle est condamnée à de la détention. Mais au final, elle portera un bracelet électronique pendant 2 ans. Mais c'est déjà une bascule. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ont des gros soucis d'argent. Son mari, qui ne s'était jamais occupé des comptes auparavant parce qu'il faisait confiance à sa femme et puis peut-être parce qu'il était un peu plus passif par rapport à ça, commence à avoir peur et à se dire non, mais je vais m'occuper de tout. Son mari se rend compte qu'elle a contracté de nombreux crédits à la consommation. Il y en a pour 200 000 € de dettes. Et Sophie, elle se rend compte en fait du problème qu'elle a causé. Et Sophie, c'est quelqu'un qui essaye toujours de bien faire. Et elle va essayer de trouver une solution pour les aider, pour aider le couple et la famille. Et ce qui se passe, c'est que Jean-Luc dit qu'il travaille beaucoup, son mari dit qu'il travaille beaucoup et que donc pendant ce temps-là, il voit pas forcément ce qu'elle fait, mais elle lui ramène des petites sommes d'argent, elle lui ramène 100, 200 € et elle lui dit voilà, j'ai fait des ménages, j'ai gardé des enfants, voilà, et lui dit bon d'accord, il questionne pas vraiment ça. Et puis un jour, Sophie lui dit, tu sais, en fait, la bonne solution, ce qui serait bien, c'est que je devienne call girl. Je connais une fille qui le fait et ça marche très bien. Je sais comment on peut faire. Et comme ça nous aiderait plus rapidement à rembourser toutes les dettes. Et son mari lui dit, mais non, on va trouver une autre solution. On n'est pas du tout obligé de faire ça. Et elle lui dit, en fait, c'est déjà fait. Et en fait, tout l'argent qu'elle lui ramenait comme ça, par petites sommes, ça venait de cette activité-là. Et lui ne va pas l'arrêter parce que je pense que c'est toujours pareil. Hein, la peur est une grande motivation et du coup, il se dit, ok, on va le faire. Enfin, tu vas le faire. Mais on va faire les choses bien, c'est-à-dire qu'on va louer un appartement, on va mettre des caméras. Avant qu'un client arrive, tu m'envoies un texto en disant il arrive. Quand il part, tu me dis il est parti. Et voilà. Et ils font ça pendant quelques temps pour pouvoir éponger les dettes. À 47 ans, Sophie avait repris ses études. Bac professionnel, BTS en alternance, elle a fini par trouver du travail à l'AGFIP, une association d'insertion pour handicapés à Montpellier, en 2013. Elle est alors en CDD et tout semble aller pour le mieux. 2 ans plus tard, en novembre 2015, elle décroche un CDI.
Toujours dans cet organisme, mais à Toulouse, à 2h30 de chez elle. Elle loue un studio et rentre rejoindre sa famille le week-end. C'est dans cette nouvelle agence qu'elle fait la rencontre de Marilyn. À Toulouse, ce n'est pas la même ambiance qu'à Montpellier. L'agence tourne moins bien. Ouais, parce que le rôle de la GFIP n'est pas clair quand même. On sent que dans cette agence, il y a un problème de gouvernance, quoi. C'est pas, ils sont pas nets, quoi. Enfin, il y a des trucs qui marchent pas, quoi. Ouais. Donc, d'ailleurs, elle le dit, Sophie Massala, elle dit, voilà, moi, je vais remettre de l'ordre là-dedans, je vais faire péter la GFIP, ça va pas du tout. Voilà, elle arrivait avec ce genre d'ambition en tête, quoi. Alors Sophie, elle est très carrée, très presque un peu rigide, quoi, et ça lui convient pas du tout. Donc elle essaye d'apporter des solutions, et puis on lui dit ah, mais non, mais c'est pas ta place. En gros, reste, fais ta mission, et puis ça ira très bien. Donc ça déjà, ça commence un peu à la chauffer, parce que elle qui a besoin de reconnaissance. Elle se dit, j'essaye d'apporter des solutions crédibles et qui peuvent fonctionner, et on m'écoute même pas, quoi. Et ça va. Le fond du problème, non, mais disons que ça va commencer comme ça. La colère, au départ, elle va l'avoir pour la GFIP. On l'a compris, dans cette agence, l'ambiance n'est pas bonne et Sophie ne trouve pas sa place. Parmi les employés, il y a Marilyn. Elle a presque le même âge que Sophie. Marilyn est une ancienne de la GFIP, un pilier de la délégation toulousaine. Marilyn est aussi une femme très secrète. Atteinte d'un handicap auditif, elle a des problèmes de vue également. Elle ne voit quasiment plus de l'œil droit. Malgré tout, elle est très investie dans son travail et ne lésine pas sur les heures sup. Côté vie sociale, elle s'entend bien avec ses collègues, mais elle ne les reçoit jamais chez elle. Elle parle d'un compagnon qui vivrait en Allemagne et de sorties à la campagne et en famille le week-end. Personne ne la croit vraiment à ce propos, mais personne ne lui pose davantage de questions sur sa vie privée. Quelle est la relation entre Sophie et Marilyn ? Et qu'est-ce qu'on en sait en tout cas ? Quand elle arrive, elle n'a pas d'animosité contre elle, contre Marilyn ? Non, pas du tout. Quand elle arrive, elle s'entendent même bien. C'est-à-dire que Sophie vient un peu en renfort. Comme il y a quand même beaucoup de dossiers en attente, oui, voilà. Elle vient en renfort et elles ont exactement le même poste. Voilà. Elles sont conseillères en prestation. Donc, elles se répartissent les dossiers et elles font le même travail. Il n'y a pas un rapport hiérarchique entre les deux. Pas du tout. Quand elle arrive, Marilyn l'invite à déjeuner avec une autre collègue qui vient d'arriver aussi pour justement faire connaissance, pour qu'elle s'intègre. Donc au début, franchement, ça se passe bien, quoi. Il y a rien de, il y a pas de grief ni de l'une ni envers l'autre, etc. Mais il va y avoir déjà un premier événement. C'est que avec tous ces dossiers qui s'empilent et s'entassent, etc. Ils ont des étagères remplies d'archives et il faut s'occuper de l'archivage de ces dossiers. La mission, si on a bien compris, si elle n'a pas menti là-dessus, aurait été confiée à Sophie, qui aurait à nouveau proposé des solutions, et Marilyn l'aurait envoyé bouler gentiment en lui disant non, on va pas faire comme ça, c'est pas la peine, c'est trop compliqué, enfin je sais pas, mais en gros elle prend pas sa solution. Et Marilyn dit quand même à d'autres collègues, elle dit ah ouais, non, mais Sophie, à peine arrivée, elle veut faire sa cheffaillonne. Et là, déjà, on sent qu'il y a une crispation autour de ces dossiers. Et ça continue parce qu'après, Sophie reproche à Marilyn de prendre les meilleurs dossiers. Donc, sous-entendu, les dossiers les plus faciles à faire, et de se les répartir avec son collègue avec qui elle s'entend très bien, et du coup que toute la charge compliquée revient à Sophie. Donc là elle commence à déjà avoir une jalousie en elle, en se disant mais attends, c'est trop facile, elle s'en sort bien. Et il y a aussi cette idée, je me souviens qu'elle a souvent dit à la barre, Sophie, je lui ai proposé mon aide, mais en fait elle l'a refusée.
Je sais pas si tu te rappelles. Ça, c'est un truc qui revient tout au long du procès et qui m'a marqué. C'est qu'effectivement, à chaque fois, elle dit, mais moi, je voulais aider. Et parfois, même, elle le dit dans une phrase qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que elle va parler, je sais pas, de n'importe quoi. Et puis, elle dit, mais moi, je voulais juste aider. Je voulais pas mettre le boxon, en fait. C'est tout ce que je voulais faire. Ce qui est assez surprenant quand on sait ce qui est arrivé après. Qu'on se dise, en fait, elle avait elle le voit comme ça, quoi. Elle se dit, non, mais en fait, je voulais juste aider et on ne voulait pas de mon aide. Et ça, le fait qu'on refuse son aide, lui est insupportable. Mais elle s'est heurtée finalement à Marilyn Planche, quoi. Oui, parce qu'elle s'est heurtée à Marilyn Planche, doublement, parce que d'abord, sur le fait que Marilyn était considérée comme quelqu'un d'incontournable dans cette agence, et ensuite parce qu'elle supportait pas qu'on puisse parler de Marilyn Planche comme une excellente professionnelle. En effet, cet élément est ressorti lors des débats. Sophie ne comprend pas qu'on considère Marilyn comme une excellente professionnelle. Son bureau est un bazar sans nom et c'est pourtant une référence aux yeux de ses collègues. Sophie se met en tête de révéler les failles de Marilyn, tant sur le plan professionnel que privé. Sur l'ordinateur de Sophie, l'expert en informatique a relevé 251 recherches Marilyn Planche sur Facebook en mai 2016, le mois du meurtre. Le président demande à Sophie « Pourquoi vouliez-vous vérifier si c'était vrai par rapport à son compagnon ?» Sophie répond « Je me disais, si elle ment sur ça, elle peut mentir sur autre chose. Oui, c'est vrai, je n'aurais pas dû m'en mêler. » Le président poursuit « Un employé affirme que vous avez dit « je vais la battre ». Sophie répond « J'avais aucune raison de dire ça. Je n'ai jamais dit que j'avais envie de battre Marilyn. De la secouer, oui, mais pas de la battre. » Le président de la cour d'assises, de sa voix douce, pose plusieurs fois la question que tout le monde se pose. Comment un ressentiment basé sur un désaccord banal au travail peut-il aboutir à une telle haine ? En mai 2016, Sophie est mal. Elle cherche une solution pour se faire virer de l'AGFIP à Toulouse. Alors, elle vole 4 tickets resto à des collègues. Drôle d'idée pour se faire licencier. C'est dans sa logique, c'est-à-dire qu'elle pique des trucs, quoi, Sophie. Oui. Elle vole, elle ment pour des petites choses, donc elle vole pour des petites choses. En fait, c'est une joueuse. C'est ça qu'il faut comprendre avec elle. C'est-à-dire que de la même façon qu'elle va jouer au PMU, elle mise sur des trucs. C'est-à-dire qu'elle dit, bon, tiens, je vais voler ça, on va pas me prendre. Ah, mince, on m'a pris, donc, hop, je rejoue, je vais raconter ça. Il y a vraiment ce truc-là chez elle, qui est complètement enfantin. C'est vraiment un truc d'enfant. La vérité, c'est que Sophie est à bout. Elle veut quitter Toulouse. Mais vu la situation financière de sa famille, elle ne peut pas démissionner. Son mari ne l'aurait pas compris. Alors, dans sa logique, elle devait trouver une solution pour se faire licencier. À la barre, comme je l'ai dit, nous avons entendu l'expert informatique chargé de fouiller son ordinateur. Les recherches effectuées sur Internet sont intéressantes pour cerner l'état d'esprit de Sophie sur cette période-là. Le 7 mai 2016, vous mettez « Pourquoi je gâche toujours tout ? Pourquoi faites-vous cette recherche ?» lui demande le président. « Je me suis toujours culpabilisée sur ce que je faisais, dit Sophie. » Ce même jour, vous écrivez aussi « Comment guérir de la kleptomanie ?» Elle explique « On se pose des questions. Je suis toujours en perpétuelle interrogation sur moi-même, sur ce que je dois faire, sur ce que je peux faire. » Le président reprend « Vous aviez dit dans vos dépositions, il fallait monter en puissance vis-à-vis de tout ça. Il fallait que ça s'arrête. » Sophie répond « Je me sentais acculée. Je voulais lui faire comprendre que j'étais là pour lui donner un coup de main. Je voulais l'aider, Marilyn. » Le président insiste. « Elle ne voulait pas de votre aide. Où est le problème ? » Je n'étais pas en capacité de voir qu'il n'y avait pas de problème. J'ai pris ça comme un rejet. Je ne sers à rien. J'ai été blessée profondément. Ce sont des sentiments qu'on a du mal à exprimer après coup. Après 3 jours d'audience, le président va détailler les faits. Revenir sur ce qui s'est passé le jeudi 12 mai 2016 dans l'appartement de Marilyn. À 8h27 ce jour-là, Sophie envoie un SMS à Marilyn.
Elle veut prendre de ses nouvelles. Cette attention intrigue Marilyn, qui demande conseil à un copain de l'AGFIP pour savoir quoi faire. Il lui conseille de contacter Sophie. C'est ce qu'elle fait, quelques minutes plus tard. Les deux femmes se parlent pendant 12 minutes. De quoi ? On ne le saura jamais. Sophie, qui voulait récupérer le double de ses clés, prétend que Marilyn lui a dit de passer chez elle. Ce jeudi 12 mai, Marilyn avait rendez-vous chez le médecin pour ses yeux. Ensuite, elle s'est rendue à la pharmacie vers midi et elle est rentrée chez elle. Chez elle, il y a Sophie. Sophie est là. Elle est rentrée dans l'appartement de Marilyn car elle avait un double des clés. Un double des clés qu'elle avait très probablement dérobé à Marilyn un mois plus tôt. Oui, mais ça, c'est une image que moi j'ai trouvée glaçante. Ouais. Et pourtant, faut en faire dans les procès, j'en ai vu quand même pas mal. Mais moi, cette image de Sophie qui en fait a les clés de Marilyn. Bon, on reviendra sur pourquoi et comment elle les a, mais elle a les clés de Marilyn. Marilyn n'est pas là, elle s'introduit chez elle. Marilyn est malvoyante. Il faut toujours garder ça en tête. Ouais. Marilyn ne voit pas. Ouais. Donc Marilyn rentre chez elle, elle va directement dans la salle de bain qui est juste à côté de la porte d'entrée et elle se déshabille et elle se met en culotte, t-shirt, voilà, pour être à l'aise. Ouais, ouais. Et Sophie a cette phrase terrible quand elle admet enfin la vérité. Elle dit « Quand elle arrive à mon niveau, elle me voit. » Et donc oui, elle sait pas en fait que Sophie là. Enfin, moi, c'est quelqu'un même que je connais, même quelqu'un de ma famille qui est chez moi, alors que c'est pas prévu. Enfin, c'est un peu bizarre. Alors j'imagine une collègue avec qui on s'entend pas très bien, qui est là sur le canapé, alors que je fais jamais rentrer personne chez moi. Enfin, en fait, il y a un côté, comment dire, il y a un côté. Elle était condamnée, quoi. À partir de ce moment-là, à partir du moment où Sophie a pris Marilyn en grippe, Marilyn était condamnée, elle pouvait rien faire. Elle voyait pas, donc elle pouvait pas anticiper ses mouvements, les mouvements de Sophie. Elle pouvait pas discuter avec Sophie, puisque de toute façon, sa colère est irrationnelle. Donc, elle a aucune idée de à quel point l'autre est monté très très haut. Oui. Et qu'elle se retrouve là, chez elle, enfin, ouais, c'est terrible, quoi. En effet, cette situation est tout à fait anormale. Le président interroge Sophie à ce sujet. Il lui dit « Marilyn Planche est quand même chez elle, elle ne vous demande pas de partir ?» Sophie répond « Non, elle s'assoit à table avec moi et elle boit un verre. Elle va ensuite dans la salle de bain pour récupérer le double de mes clés. Elle revient à la table du salon et elle s'assoit. » À ce moment-là, nous voyons les photos de cette scène issue de la reconstitution. La scène n'est absolument pas crédible. Le président poursuit. L'ambiance est comment à ce moment-là ? Tendue, je vois Marilyn en colère. Elle est en colère, répond Sophie. Ça se traduisait par quoi ? Elle me dit, je ne comprends pas, t'aurais pas dû lire ces dossiers. Au ton de sa voix, elle ne voulait pas que je reste. Elle me dit que ça ne me regarde pas, que ce ne sont pas mes affaires, de reposer ça et de m'en aller. Elle me jette les clés à la figure et part d'un pas décidé vers la porte d'entrée. Le président demande « Pourquoi elle décide de sortir et de vous laisser chez elle ?» Je lui ai dit « C'est terminé, je vais dévoiler le poteau rose à la GFIP. Tu vas tomber aussi. » Elle a dû avoir peur. Elle cherchait quelqu'un, elle s'est sentie menacée. Lorsque Marilyn est sortie sur son palier, un voisin était justement en train de rentrer chez lui. Voici ce qu'il déclare à la barre. J'ai été surpris en voyant ma voisine, réservée d'habitude, en chaussettes, t-shirt, culotte, dans le couloir en criant « Au secours » vers les escaliers. Je dis « Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe ?» L'autre personne, une dame, me répond « Calme mais froide. Elle fait une crise de nerfs. Je fais partie de la famille. Je gère. » Madame Planche ne dit rien et rentre dans l'appartement. Dans le récit de Sophie, il y a plusieurs éléments qui ne collent pas. Le président lui fait remarquer. Dans votre récit, il n'y a aucune place pour le déshabillage de Marilyn. Pourquoi ? Sophie assure qu'elle ne se souvient pas que Marilyn était en culotte. Personne ne la croit. Le président poursuit.
Dans l'appartement de Marilyn, la salle de bain se trouve tout de suite en rentrant. Si vous êtes dans le salon, il est possible qu'elle ne vous voie pas. Elle se déshabille dans sa salle de bain et elle tombe sur vous, assise dans son salon. Voilà pourquoi elle serait sortie de chez elle en hurlant au secours. C'est en effet le plus logique, mais à ce moment-là, Sophie ne commente pas. Elle s'en tient à sa version. Elle aurait pris un dossier dans la salle de bain et récupéré ses clés. Mais au moment de partir, Marilyn l'aurait attrapée par l'épaule, l'aurait giflée et fait tomber au sol. Sophie aurait saisi une bouteille de vin et l'aurait frappée sur le côté droit du visage. C'est à ce moment-là que Sophie lâche une bombe. Elle déclare avoir été en situation de légitime défense. Ce moment d'audience où en fait ça démontre bien tout ce qu'elle fait depuis, ça arrive le jeudi, et ça montre tout ce qu'elle fait depuis le lundi, qui est à chaque fois de prendre la dernière parole de celui qui vient de parler, de s'accrocher à ça. Donc le président lui dit, non mais madame, bon, réfléchissez bien, vous me décrivez ces faits-là. Vous dites que Marilyn vous a attaqué, elle essaye de vous étrangler, etc. Et qu'à ce moment-là, vous prenez une bouteille et que vous la frappez. Il dit donc, là, la version que vous êtes en train de nous raconter, c'est une position de légitime défense. Et donc là, elle doit se dire, ah ben oui, génial, je vais m'accrocher à ça. Donc elle lui dit oui, c'est ça. Et il dit, mais réfléchissez bien, est-ce que vous allez plaider, enfin, est-ce que c'est comme ça ce que vous allez dire, qu'en fait vous étiez en position de légitime défense. Et là elle dit oui c'est ça, j'étais en position de légitime défense parce que il faut qu'elle trouve un truc. Et là c'est vrai que toute la salle a un peu frémi. Ses avocats, elle, alors deux possibilités, hein. Soit ils se lèvent tout de suite et ils disent non mais attendez monsieur le président, attendez 5 minutes, on va en discuter. Soit passer cette courte fenêtre, et ben en fait ils n'ont rien dit, ils se sont regardés, on a senti que c'était tendu, et puis là il y a suspension d'audience. Il est midi, je n'entends pas ce qui se dit, mais Sophie se fait sévèrement recadrer par ses avocats. 2 heures plus tard, à 14 heures, l'audience reprend. Et tout de suite, sur une question de l'avocat de la partie civile, Maître Catala, Sophie fait volte-face. Elle déclare « J'ai dit tout et n'importe quoi. Il faut que j'arrête de me voiler la face. On a eu une empoignade avec Marilyn. C'est moi qui l'ai tuée. Je ne peux pas l'admettre. On s'est repoussé. Je suis tombée sur le canapé. J'ai attrapé la bouteille et j'ai tapé. » Le président insiste. « Ce que vous avez dit ce matin, c'était encore un tissu de mensonge ?» Sophie répond. « Ce n'était pas mensonger. J'ai brodé. J'étais en stress. C'est moi qui ai tué Marilyn. Je l'admets, je le reconnais. » Alors, le président lui demande de raconter ce qui s'est passé ce jeudi 12 mai. Sophie répond. « J'étais arrivée en premier chez elle. Je suis montée. J'ai cherché mes clés dans l'appartement et j'ai vu des dossiers. Puis j'ai entendu la clé dans la serrure. Marilyn est allée dans la salle de bain, puis dans la cuisine, puis elle est venue vers moi. Elle m'a vue, elle est partie en courant. Je l'ai rattrapée. On a discuté des dossiers, on s'est disputé. Elle m'a poussée, j'ai pris la bouteille et j'ai tapé. » Le président poursuit. « Maintenant que vous dites la vérité, il faut aller jusqu'au bout. Vous confirmez que Marilyn n'a pas été agressive avec vous ? Elle ne m'a pas agressée. » « Pourquoi vous nous avez menti ce matin ? » « Je traîne ça tous les jours, répond Sophie. Puis elle pleure. Elle se reprend et poursuit. « Je suis restée à côté de Marilyn un moment. Ça m'a pris du temps de la mettre sur le canapé. Je suis allée chercher un gant de toilette et je lui ai mis sur le visage. Ensuite, c'est confus. Je ne sais pas exactement ce que j'ai fait. »« Quel est votre état d'esprit ?» veut savoir le président. Sophie répond. « J'ai pensé à la prison, à ma famille. J'ai voulu faire croire à un suicide en lui tailladant les veines, mais c'était stupide. »« Qu'est-ce que vous imaginez pour l'après ?» veut savoir le président. Sophie répond. « Je n'imagine rien du tout. Il faut que je rentre. Je suis vide. » En partant, Sophie prend avec elle le téléphone, le sac, le manteau et la carte bancaire de Marilyn. On le sait aujourd'hui. Marilyn n'était pas morte quand Sophie est partie de l'appartement. Son agonie a duré 4 heures.
Pendant les 4 jours de ce long week-end, Sophie envoie des SMS aux collègues de boulot de Marilyn. Elle dit tout et n'importe quoi. Elle s'envoie aussi des messages venant du téléphone de Marilyn pour faire croire que Marilyn était amoureuse d'elle. Le week-end passe, Sophie rentre à Toulouse. Elle repart chez Marilyn le mardi 17 mai. Elle va se débarrasser du corps. L'idée de la démembrer lui serait venue en déambulant dans les rayons d'une grande surface. Elle déclare « Je me suis dit, la seule solution, c'est qu'il faut que tu la découpes. J'ai choisi une scie, au hasard. » À 19h10, elle repart de cette grande surface avec une scie à métaux de 31 cm, de l'adhésif et un couteau en céramique. Le président demande « Comment ça se met en place dans votre tête ?» Sophie répond « Je panique et j'ai peur. Je me dis qu'il faut que je sorte le corps et que je l'enterre. Je me suis dit, si je ne peux pas la sortir entièrement, je vais la sortir petit bout par petit bout. » Comment arrive-t-on à concevoir qu'on puisse le faire ? Veut savoir le président. Je ne pense pas que je vais le faire. Ce n'était pas encore réalisable. Ce qui apparaît pour nous complètement sordide et incroyable dans ce geste-là, apparaît pour elle quelque chose de très utilitaire en fait au final, puisqu'elle voulait se débarrasser du corps et faire sortir ce corps de cet appartement. Alors elle était confrontée à un problème concret, quoi. C'est-à-dire comment évacuer le corps de Marilyn Planche, voilà, sans se faire remarquer, sans être vu. Pour elle, c'était une question purement utilitaire. Il fallait découper le corps, quoi, voilà. Alors pour nous, ça paraît complètement abject et horrible, mais pour elle, finalement, non, elle se pose pas cette question, quoi. Voilà, elle est confrontée à un dilemme, il faut qu'elle règle le problème, et voilà. C'est un truc qu'on revoit, qu'on voit chez d'autres accusés, où en fait, ce qui se passe après, vis-à-vis du corps, de comment on va dissimuler le corps, est horrible. Et qu'on se dit, mais comment quelqu'un d'à peu près sensé est capable de faire ça ? C'est qu'une fois qu'ils sont... C'est la panique. Et une fois qu'ils sont dans leur truc, ils disent, oh là là, comment je vais faire pour m'en sortir ? Et ils pensent à n'importe quoi. Et au pire, ils se disent, vraiment, c'est de l'horreur ajoutée sur de l'horreur, quoi. Et c'est l'enlisement. En fait, elle s'est enlisée à ce moment-là. Et ça montre d'ailleurs qu'elle n'était pas du tout préparée. C'est qu'elle fait n'importe quoi. Elle laisse des traces partout, elle laisse ses mégots de cigarettes à l'intérieur, elle prend le portable de Marilyn pour après faire comme si elle s'échangeait des textos, sauf qu'en fait les deux téléphones bornent au même endroit à Montpellier. Elle n'a pas du tout réfléchi au truc. Tout ce qu'elle voulait, c'est, je pense, qu'on ne trouve pas le corps. Sophie poursuit son récit. Le corps est dans le lit. Je vais voir si elle est vivante. Je ne peux pas admettre qu'elle soit morte malgré ce que j'ai fait. Je passe un moment à lui parler, à lui dire des choses gentilles et des choses moins gentilles. Je la fais glisser vers le salon, je la regarde et à un moment je me lève. Je recouvre le corps et je fais ce que je voulais faire. « Combien de temps ça a pu vous prendre ?» demande le président. Ce n'était pas moi qui faisais, c'était mes mains qui tenaient, mais ce n'était pas moi. Il faut le faire, je ne pouvais pas faire autrement. Qu'est-ce qui était difficile à faire ? Tout était difficile à faire. L'acte en lui-même était difficile à faire. Pendant le démembrement, Sophie fume plusieurs cigarettes. Les policiers retrouveront son ADN dessus. Elle a commencé par découper les membres inférieurs. Elle a emballé les bras et les jambes dans des sacs plastiques différents, puis dissimulé le tronc dans une valise à roulettes trouvée sur place. Voici ce qu'elle déclare à l'audience. « Je n'avais pas réfléchi spécialement. Je voulais l'enterrer à côté de chez moi. Je me suis dit, je vais la ramener à l'appartement chez moi. C'est ce que j'avais prévu de faire. J'ai marché, mais la valise était trop lourde. Je n'arrivais pas à la transporter. Je l'ai posée pas très loin de chez Marilyn. La tête de Marilyn était dans mon sac à dos. Je l'ai enterrée devant mon balcon. Sa tête, c'était son âme, c'était elle. C'était la voir à côté de moi. C'était une façon de faire un deuil. Dans son appartement, Sophie nettoie la scie et la met sous son matelas. Elle pose le sac à main de Marilyn, sa carte d'identité, sa carte vitale et son chéquier. Les parties du corps seront retrouvées quelques jours plus tard. Le 24 mai, dans le canal du Midi, un passant retrouve la jambe. Le 25, c'est le bras gauche enroulé dans une serviette.
Le 26 mai, le bras droit et la valise renfermant le tronc, ainsi que la jambe droite. Les policiers toulousains n'ont pas de mal à remonter jusqu'à Sophie. Le 26 mai 2016, elle est interpellée à 15h à l'aéroport de Montpellier. En garde à vue, elle est entendue 3 fois. Une capitaine au groupe criminel se souvient de Sophie qui oscillait entre pleurs et agressivité. Elle dit « Elle était tout autant accablée qu'haineuse envers la victime. Elle nous a même dit « Je lui ai apporté mon aide et cette connasse, elle m'a pourri. » Elle se souvient aussi qu'après l'avoir frappée près du canapé, Sophie lui a donné un coup de pied au ventre pour voir comment elle réagissait. Le président réagit. « Vous avez dit lors de votre garde à vue, c'est malheureux à dire, mais ça m'a fait du bien de taper. L'intéressant, c'est le ça m'a fait du bien. Il faut vraiment de la haine pour dire ça. » Sophie répond. « C'était un trop-plein d'une vie familiale pas terrible. D'un sentiment au niveau du travail, il fallait que ça parte. Je n'étais pas partie pour taper Marilyn. Je voulais m'expliquer avec elle. Il fallait que ça sorte. C'était une accumulation, un trop-plein. » Sophie pleure. Le président poursuit. « Vous avez dit, il fallait qu'elle paye la violence que je ressentais. » Sophie répond. « C'était dans la 2e phase. Il fallait un bouc émissaire. Je vidais mon sac. Si ça avait été mon mari, j'aurais pu avoir la même réaction. Cette pauvre Marilyn était là, et elle ne méritait pas ça. » C'est ça qui m'a frappée dans ce dossier, c'est-à-dire que Marilyn était une personne vulnérable quand même. Donc, même si elle voulait pas qu'on le sache, de fait, elle l'était, parce qu'elle ne voit pas. Et alors, ça commence avec le vol de son double des clés dans son bureau. Elle le dit à ses collègues, elle dit « J'ai perdu mes clés, je sais pas où elles sont. » Et de s'imaginer quelqu'un, du coup, profiter de son handicap pour prendre ses clés et se dire « Ah, de toute façon, elle va pas les trouver de sitôt. » Les garder pour un mois après rentrer chez elle. Enfin, c'est terrible, quoi. C'est terrible. À quel moment elle aurait pu s'en douter, Marilyn, de tout ça? Et à quel moment elle aurait pu s'échapper? Sophie, elle fait quand même de la musculation. Enfin, je veux dire, elle a pas des gros biceps, mais elle est quand même nerveuse. Elle est et surtout, elle voit bien. Marilyn était forcément en position d'infériorité, donc à tous les niveaux, quoi. C'était moi c'est ça qui m'a vraiment fait de la peine, quoi. Elle se battait pas du tout à armes égales. Si encore il y avait eu quelque chose où elle s'en voulait réciproquement et que l'autre avait pris le dessus, mais en fait de fait Sophie elle avait le dessus dès le départ. Moi ce que j'en retire vraiment, c'est ce côté inéluctable des choses. Elle l'a prise en grippe et puis c'était terminé pour elle, en fait. Je pense que ça m'a marqué, et ce qui m'a aussi beaucoup marqué à l'audience, c'est qu'on a vu de nos propres yeux, grâce au président de la Cour, il a été très très fort, je trouve, là-dessus, parce qu'en lui posant les bonnes questions, il a réussi à nous montrer comment Sophie pouvait mentir. Et on l'a vu de nous-mêmes, en fait, on pouvait assister effectivement à ces mensonges. Cette journée d'audience du jeudi, quand le matin elle nous dit un truc, elle nous dit c'est Marilyn, elle m'a attaqué, oh là là, je savais pas quoi faire, en plus elle était lourde, j'arrivais pas à la repousser. Et ensuite il y a eu la bascule l'après-midi où elle dit non mais en fait ok, je vais vous dire la vérité. Pour moi ça c'était un moment d'audience. Le 28 mai 2016, Sophie avoue au juge d'instruction avoir enseveli la tête de Marilyn en bas de chez elle, devant un arbuste. Elle avait creusé dans la terre avec ses mains et une cuillère à soupe et placé la tête enroulée dans une serviette de couleur pourpre. À l'audience, Sophie a pleuré. Elle a exprimé des regrets, s'est excusée. Vendredi 25 octobre 2019, la cour d'assises de la Haute-Garonne, à Toulouse, l'a condamnée à 27 ans de prison et 5 années de suivi socio-judiciaire pour le meurtre de Marilyn, dont la vulnérabilité due à son infirmité était connue. Sophie n'a pas fait appel.
C'était Homicide, un podcast écrit et raconté par Nathalie Mazier, réalisé par Martin Gamara et produit par Micro Stockholm. La musique originale de l'émission est composée par Max Besnard. Un grand merci à lui. Merci beaucoup également à Élise Costa et Frédéric Abella. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Twitter. Nous serons heureux d'avoir vos retours et commentaires. Et si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. À très bientôt pour un prochain épisode.